Bonjour Delphine. Bonjour. Bonjour et merci d'être venu à ce podcast. Avec plaisir. On est content, enfin en tout cas je suis content de te rencontrer. Donc présidente et managing director de managing partner de Kearney France, a priori si je me trompe pas. Tout à fait. Écoute, est-ce que tu pourrais commencer déjà à expliquer un petit peu ton parcours et comment tu en es arrivé là maintenant? D'accord. Moi, j'ai commencé par un parcours classique, prépa, école de commerce, des stages en finance, que c'est le métier auquel je me destinais en priorité. Donc, j'ai commencé ma carrière chez UBS à Londres en tant que structureur et trader de dérivés de taux, donc un métier assez technique. Et puis, en 2009, j'ai rejoint Kearney en tant que consultant senior à l'époque. Et puis ensuite, j'ai gravi les grades comme tout bon consultant. J'ai été élu partner en 2018 et je suis managing partner de la France depuis 2021. D'accord. Et si on revient aux prémices, on va dire, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans le conseil après UBS? Il y a eu un événement la crise financière de 2008, UBS a décidé de fermer ses équipes de dérivés de produits structurés, dont je faisais partie. Donc voilà, j'ai pas vraiment eu le choix de me reconvertir. Je voulais pas forcément retourner en banque pour plein de raisons, et donc je me suis tournée vers le conseil, vraiment à la base un petit peu de manière opportuniste pour apprendre des nouvelles choses, voir des nouveaux secteurs et puis rendre mon CV un petit peu plus polyvalent, parce qu'un CV à l'époque, surtout en 2009, de trader n'était pas très bien accepté sur le marché français. Donc voilà, donc je pense que c'était à la base pour ça et puis pour découvrir et me dire tiens, ça va me permettre de me réorienter. Et Kearney a été très ouvert à l'époque, sans doute un des cabinets les plus ouverts à mon profil, qui n'a pas été le cas de tous les cabinets. Donc c'est aussi ça qui m'a poussé à rejoindre Kearney. Et puis en fait, ça m'a beaucoup plu comme métier, et donc au fur et à mesure des années, j'y suis restée. Très bien. Et donc 15 ans, c'est énorme. Merci de me le rappeler. C'est en tout cas une belle ascension. Hein. Et qu'est-ce qui t'a fait rester? Je sais que la plupart des gens, en tout cas, il y a beaucoup de gens dans le conseil qui font 3-5 ans, qui se développent, puis ensuite vont dans l'industrie. Voilà, qu'est-ce qui, toi, t'a fait rester et t'a poussé à gravir autant d'échelons et qui t'a fait rester dans ce monde-là, en fait, du conseil? C'est le fait que, d'abord, c'est un métier qui est assez addictif au final, parce que d'abord, il y a beaucoup de variétés, donc on va toujours aller à la problématique suivante. Et puis, c'est un métier où on doit toujours se dépasser. Finalement, les moments où on apprend le plus, c'est sans doute ceux qui sont c'est les moments les plus durs où on apprend le plus. Et donc, en fait, on devient un peu accro à ces moments entre guillemets vraiment de souffrance, j'aime pas ce terme, mais de difficulté, on va dire, extrême, où on est obligé de se dépasser, et c'est là qu'on passe vraiment des caps d'un point de vue de compétences, de comportement, de maturité, de compréhension de soi, des ressorts qu'on peut avoir pour aller chercher le défi suivant. Donc en fait, je pense que c'est pour ça que je suis restée. J'ai rencontré des gens incroyables qui m'ont développé, qui m'ont appris des choses, qui m'ont proposé aussi des choses, parce que avant d'être partner, on m'a proposé énormément d'opportunités, à la fois de projets intéressants, mais aussi des choses à faire en interne. Et puis une fois que je suis devenue partner, on m'a proposé d'être responsable de practice. J'en ai pas parlé, mais j'ai été responsable d'une ligne de spécialité sur l'organisation pendant 2 ans, et ensuite on m'a proposé de prendre la France. Et donc en fait, on a toujours su me donner le défi suivant, et donc ça m'a retenu chez Kearney, et c'est aussi une boîte assez formidable d'un point de vue de l'ambiance, de la culture, de la bienveillance, de la manière dont on gère les personnes, etc. Donc c'est aussi une boîte dans laquelle on se sent très bien. Donc voilà, ça m'a conforté dans mon choix de toujours y rester. Ok, et les gens se demandent tout le temps, que ce soit dans le conseil ou ailleurs, qu'est-ce que fait un CEO, qu'est-ce que fait un dirigeant? Oui. Et c'est quoi ton quotidien chez Kearney? Est-ce que tu es plus sur le commercial, la prospection commerciale, le delivery de mission, le recrutement, tout à la fois? Oui.
Alors, en tant que managing partner de la France, j'essaie de partager mon temps à peu près 50-50 entre mes clients, enfin, on va dire le rôle de partenaire classique et mon rôle de managing partner interne. Donc, dans mon rôle de partenaire classique, bah oui, c'est de la prospection, des rencontres, évidemment le delivery des projets, parce que les partenaires chez Kearney sont très impliqués dans l'opérationnel des projets, et tout ce qui va avec, de marketing, de réflexion, de publication de sujets, etc., pour continuer à, on va dire, développer son personnage de partenaire. Donc ça, c'est ma partie, on va dire, partenaire classique. Et ensuite, dans l'autre moitié de mon temps, donc managing partner de la France, là, c'est le rôle d'un patron de PME. Hein. Donc, ça va un peu de sujets assez stratégiques comme où est-ce que, avec le groupe de partenaires français, on veut emmener le bureau de Paris en termes de secteur, de taille, de positionnement, qu'est-ce qu'il faut faire pour être encore meilleur, quels sont les sujets qu'on veut attaquer davantage, là où est-ce qu'on a vraiment un right to play, comme on dit dans le conseil, quels sont les clients qu'il faut qu'on ouvre, etc. Donc, des sujets très stratégiques et quand même assez compliqués à craquer. Et puis, des sujets hyper opérationnels du genre, j'ai géré le déménagement de bureau, le recrutement, le fonctionnement du bureau, de l'IT, des services généraux, et puis bon, évidemment tout le pilotage financier en fait la France, c'est comme dans un corporate, hein, j'ai un PNL à gérer qui descend jusqu'à un équivalent de l'EBITDA, donc je gère à la fois les revenus, les coûts, enfin bref, comme un chef d'entreprise normal de PME. Et puis ensuite, il y a toute la partie, on va dire, visibilité de Kearney sur le marché français, donc la rencontre qu'on a aujourd'hui, mais tout ce qu'on peut faire en RP, en événements, en publication, en présence dans la presse, présence auprès de certains think tanks, institutions, etc., pour exister en fait en tant que marque sur le marché français. D'accord. Voilà, donc c'est très très varié, ce qui rend le job assez passionnant. On ne s'ennuie pas. Ouais. On s'ennuie pas. Et l'agenda assez chargé, évidemment. Voilà. Ok, très bien. Et je rebondis sur ce que tu disais au début, sur le fait que les partenaires sont très impliqués dans le delivery. J'entends beaucoup justement qu'il y a une exigence accrue ou une demande de perspective, de la part des clients de compétences accrues ou d'expertise de la part des cabinets de conseil. Ouais. Est-ce que ça s'est traduit, est-ce que tu as l'impression que c'est traduit par plus d'investissement du coup des partenaires dans l'émission, ou est-ce que ça a toujours été le cas? J'ai beaucoup de gens qui me disent on est obligé de plus staffer les partenaires pour contenter les clients en fait. Je dirais que c'est vrai que en fait les clients sont de plus en plus éduqués à la prestation de conseil. Donc ils sont d'abord ils choisissent de plus en plus les cabinets en fonction de leur expertise, mais en plus ils attendent de plus en plus de valeur ajoutée et d'expertise, et généralement l'expertise est quand même portée par les seniors. Tout à fait vrai comme tendance dans le marché. Après je dirais pour Kearney, enfin moi j'ai commencé donc c'est une consultante senior. J'ai toujours vu mes partenaires vraiment impliqués dans le fond de la réflexion du sujet, relire les documents clés du projet, etc., etc. Donc en vrai, je dirais pour Kearney, c'est pas une grosse différence parce que on a toujours été quand même assez terrain avec notre devise qui a varié au fur et à mesure des années, mais qui là la dernière c'est Impact First. Je pense que c'est vraiment ça traduit très bien qui on est, c'est-à-dire que même les partenaires aiment bien être sur la balle, on va dire, donc vraiment comprendre le fond du sujet, être sûr qu'ils sont vraiment dans l'opérationnel du projet, tout en ayant la capacité à prendre le pas de hauteur pour conseiller les clients au mieux et leur dire attention, le fond du sujet c'est ça, on a livré la question, mais attention, il y a telle question à côté ou telle partie prenante à laquelle tu n'as pas encore fait attention. Et donc évidemment les partenaires sont aussi là pour prendre de la hauteur sur le projet, mais ils sont quand même assez partie prenante productive, on va dire, du projet, chez Kearney en tout cas. Et du coup, chez Kearney, en ce moment, il y a des missions ou des secteurs sur lesquels vous êtes plus focalisés que d'autres. En 2025, est-ce qu'il y a des tendances sur lesquelles vous répondez plus que d'autres en ce moment ? Alors en France traditionnellement, Kearney, c'est pas homogène pays par pays parce que ça dépend à la fois du marché et du groupe de partenaires local. Mais en France, Kearney est très très bien positionné sur toutes les industries du bien de consommation, distribution, luxe. C'est notre plus gros secteur.
tout ce qui est énergie renouvelable, utilities, chimie. Troisième gros secteur, les industries financières. Et quatrième gros secteur, le private equity. Et on va dire cinquième, un peu pas forcément dans l'ordre de taille, mais la santé. Après, on fait tous les autres secteurs, automotive, telco, médias, tout ce à quoi, infrastructure, c'est tout ce à quoi on peut penser. Mais si je dois donner les 4-5 plus gros, c'est ceux que j'ai cités au début. Donc ça, c'est vraiment nos chevaux de bataille, on va dire. Et donc, on a quand même une stratégie d'essayer d'être toujours meilleur. Là, on est déjà bon. Et donc, il y a quelques clients avec qui on travaille depuis un moment. Et donc, notre stratégie, c'est quand même de toujours arriver à être plus reconnu, plus présent chez ces clients-là, plutôt que de se disperser avec plein de petits trucs, parce que d'un point de vue du business model, il vaut mieux être plus focalisé. Donc voilà. Après, est-ce qu'il y a des choses qu'on essaie de faire davantage? Je pense, oui, et à la fois, c'est un peu offre-demande, c'est-à-dire que il y a aussi des problématiques qu'on voit pas mal émerger. Alors, il y a tous les sujets à la mode, c'est l'IA, mais pour le moment, c'est quand même des sujets très émergents. Il y a une très grosse vague dans tout ce qui est digital, IT, de transformation ERP. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on essaie de plus en plus de se positionner, y compris avec des compétences spécifiques. On voit quand même aussi chez les grosses entreprises françaises concerts un peu un revirement sur les sujets plutôt, on va dire, de performance. Donc, achat, sur lequel Kearney est très fort dans le monde entier, puisque c'est vraiment l'offre historique de Kearney. Sur les sujets de réorganisation, qui sont plutôt aussi mon sujet à titre perso. Voilà, on a quand même ces sujets qui reviennent un peu sur le devant de la scène. Et après, nous, on essaie aussi de pousser des sujets qui nous paraissent importants pour nos clients, comme la réaction face aux barrières douanières qui sont en train d'apparaître de part et d'autre dans le monde, tout ce qui tourne autour des tendances dans la santé. Enfin voilà, après secteur par secteur, on va aussi conseiller nos clients sur les tendances qui nous paraissent essentielles dans leur domaine. D'accord. Et ce que tu me disais, c'est que la tendance aussi, c'est des cabinets de conseil, que ce soit Strat ou autre, c'est d'acquérir aussi des pure players ou des plus petits pour se spécialiser dans un domaine en particulier. Il y a eu pas mal de mouvements d'acquisition ou de mouvements sur la chaîne. Alors, c'est vrai des cabinets de conseil en strat comme nous, MBB, etc. C'est aussi vrai des cabinets type Big Four qui ont beaucoup diversifié, qui sont remontés pour certains sur la chaîne de valeur, etc. Mais quand on regarde, en fait, les cabinets de conseil en strat, et Kearney n'est pas une exception, d'un cœur historique qui est vraiment la stratégie ou des projets vraiment assez courts, direction générale, etc. On s'est tous équipés d'une marguerite, on va dire, d'autres compétences qu'on ne vend pas évidemment au même prix, parce que c'est pas les mêmes compétences, donc chaque compétence a son prix, et qui vont soit des spécialistes, soit sur certains secteurs, soit sur certaines compétences, jusqu'à des poches en fait de consultants qui vont être plus vers l'implémentation. Donc par exemple Kearney, on a fait l'acquisition il y a 4 ans d'une boîte qui s'appelle Cervelo, qui fait de la data. On a fait l'acquisition il y a 2 ans, et là on est en train de les déployer un peu partout dans le monde, d'une entreprise qui s'appelait Procura, qui fait de l'implémentation procurement, donc très complémentaire avec le cœur historique de Kearney, et on est en train vraiment de les déployer partout, et y compris ça va arriver en France. Scoop. On a acquis cette année une boîte en Allemagne qui s'appelle Project Partners, qui est une boîte qui fait de l'implémentation ERP. On a acquis une boîte qui s'appelle Teams, qui est une boîte de design qu'on fait travailler dans nos laboratoires de design de produits, qui est une capacité qu'on a développée depuis une dizaine d'années. Et il y a plein d'exemples. On a acquis une entreprise qui s'appelle The Context Network, qui est une entreprise américaine qui est spécialisée dans l'agriculture et la transition alimentaire aux US. Donc voilà, en fait, je pense que tous les cabinets ont un peu cette stratégie de compléter leur cœur historique avec des compétences qui permettent, en tout cas qui nous permettent d'avoir une réponse plus complète et plus adaptée aux besoins de nos clients, et de pouvoir aussi rester chez eux le plus longtemps possible. D'accord. Donc oui, on a parlé de 2 tendances qui sont l'exigence d'expertise des clients, là les mouvements un peu de concentration. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres grandes tendances sur les dernières années qui ont émergé dans le conseil en strat, dans le conseil au global d'ailleurs? Ouais.
Je pense qu'il y a quand même, je disais au début, les clients sont de plus en plus éduqués. Je pense à la consommation de conseils en quelque sorte. Il y a beaucoup d'entreprises un peu plus niches qui sont sorties soit sectoriellement, soit encore une fois sur une compétence donnée qui sont hyper pertinentes et qui sont une vraie alternative au cabinet de conseil en strat généraliste historique. Donc c'est vrai que la concurrence est de plus en plus dure. Après, le marché, il est passé en France par deux années folles, 2021-2022, et puis 2 années un peu plus dures, 23-24. Donc forcément, année plus dure, concurrence ce temps. Donc on a il y a plus de lutte en fait entre les cabinets pour les projets. Bon, ça c'est normal, loi du marché, on va dire assez basique. Il me semble que du fait que les clients soient de plus en plus éduqués, de plus en plus exigeants, je trouve qu'on voit de plus en plus sortir des projets sur lesquels les cabinets se rémunèrent sur l'impact qu'ils génèrent, pour tout ou partie. Voilà, donc Kearney, on le fait de plus en plus aussi, mais tous les grands cabinets le font de plus en plus. Je pense que ça va quand même être une tendance de fond qui est à la fois, je pense... c'est une bonne tendance parce que d'un point de vue ça nous pousse quand même à vraiment être impact first pour nous, mais donc vraiment concentré sur les résultats qu'on génère plutôt que sur l'obligation de moyens d'écrire un truc intelligent. Donc pour Kearney, ça nous va bien. Après, c'est sûr que c'est une prise de risque qui est supplémentaire pour nous et ça demande pas forcément exactement les mêmes profils, les mêmes compétences. Donc ça va quand même nous amener, je pense, à changer un peu nos modes de fonctionnement. Mais c'est quand même une tendance qui émerge assez nettement. D'accord, se généralise, on va dire. Parce qu'avant, c'était réservé aux missions type restructuring, qui étaient très spécifiques et pour une situation d'entreprise très particulière. Et là, ça commence à s'étendre sur pas mal de sujets qui ne sont pas du tout du restructuring, qui sont des projets assez normaux, mais sur lesquels on va se rémunérer pour tout ou partie sur l'impact généré. Du coup, c'est un mix forfait et variable, on va dire. Enfin, forfait tel que ça forfait dépend en des projets. Alors, historiquement, tous les cabinets de conseil en strat, c'est au forfait. Donc, au projet, on est payé, on va dire, au livrable. Ils chargent à nous après de les produire dans une enveloppe de coûts qui est acceptable pour notre profitabilité. Et là, on voit soit des mix, soit des projets totalement au variable où on se paye. Alors, il y a plein de méthodes pour calculer, on va dire, l'impact et les honoraires par rapport à cet impact. Et ça, vous arrivez à avoir des sortes d'objectifs qu'on appelle SMART. De la même manière que dans le SaaS, on a un peu les mêmes questionnements, à se dire est-ce que tout le monde va payer toujours un abonnement ou une licence d'utilisation? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une frange qui est effectivement un dossier à des KPI qu'on arrive à remplir? Mais la difficulté, c'est de se dire on est souvent qu'un levier sur ces KPI-là, donc est-ce qu'en fait, c'est pas trop risqué de déclencher un variable sur un KPI alors qu'en fait on n'est qu'un des facteurs, on n'est pas maître complètement du destin. Après, il y a pas mal de mécanismes pour, on va dire, prévenir ce risque, de gouvernance dans le projet, de suivi de l'exécution, même si on n'est plus complètement aux manettes, etc. De construction aussi de l'honoraire variable. Je pense, au-delà de toute cette partie technique, je pense le point clé pour ce type d'engagement, c'est la confiance qu'on a et que nos clients ont vis-à-vis de nous et qu'on a vis-à-vis d'eux. C'est vraiment le point clé. Et donc, un des sujets essentiels pour nous, en fait, nous, on est prêt à faire ça parce qu'on veut aider nos clients au mieux. Mais pour aider nos clients au mieux, il faut vraiment être dans une relation totalement partenariale. Ça veut dire que le client et nous, on a le même objectif. Et on est aligné sur cet objectif, il a été validé par le comité exécutif ou le CEO, et on est clair que tout le monde cherche la même chose. Parce que dès qu'on a un disincentive, là, c'est recipe for failure. Donc, je pense que tout tient vraiment à la confiance qu'on a et l'alignement qu'on a avec les clients avec qui on travaille. Ça reste, c'est vraiment essentiel dans la construction de ce type de mécanisme. Et je pense que c'est aussi pour les clients le moyen d'avoir le meilleur retour sur investissement conseil. Que plus vous faites confiance au cabinet, plus vous travaillez de concert avec lui, plus vous avez des résultats exceptionnels que vous n'auriez pas eu si vous aviez pas fait appel à un consultant. Il y a un vrai effet des multiplicateurs, mais il faut vraiment être dans une relation partenariale avec son consultant, et je pense que Kearney arrive bien à le faire, mais c'est vraiment la condition numéro 1 de succès de ce type de collaboration. D'accord, et je reviens sur ce que tu disais un petit peu avant sur les pure players. Tout ce que tu disais, c'est qu'il y avait des pure players dans les
dans du conseil hors strat ou tu parlais même de pure player dans la strat, enfin dans le conseil en Plutôt stratégie? hors strat, ouais. Oui. Mais qui parfois sont tout à fait pertinents sur une problématique spécifique parce que les clients ont tout un tas de besoins. Enfin, ils n'ont pas que des besoins ultra stratégiques, etc. Je pense que parfois, il y a des cabinets non strat qui sont hyper pointus sur un sujet et ils sont très, très pertinents pour traiter ce sujet. Ok. Et en termes de géographie, est-ce qu'il y a des... bon, je sais que tu es focalisé aussi sur la France Oui. là, avec Kearney. Oui. Est-ce que vous avez l'impression chez Kearney qu'il y a des marchés émergents ou des marchés où le conseil marche mieux en ce moment, Oui. 2024-2025 versus précédemment? Oui. Alors, du fait que je dirige la France, je suis aussi au comité de direction européen de Kearney. Donc là, du coup, j'ai une vision sur toute l'Europe. Il y a des dynamiques très différentes de marché à marché. Autant, par exemple, en 2023, le marché français était vraiment pas bon du tout pour tous les cabinets, je crois, ce que j'en sais. Alors que le marché allemand, marché italien... c'est rien passé, c'était super, tout se passait bien. Là, je trouve que fin 2024, début 25, je trouve que le marché français est un peu meilleur. Le marché allemand, je le trouve beaucoup plus attentiste parce qu'ils ont leur flottement gouvernemental, etc. Donc, je dirais, ça peut varier énormément, en fait, même au sein de l'Europe, parce qu'en réalité, le conseil reste un marché assez multilocal et donc les entreprises, elles réagissent aussi à leur marché local. Si je regarde au niveau mondial, bon, les deux plus gros moteurs du marché du conseil dans le monde, et ça reste eux, même s'il y a eu des petits tout-sautements dans la dernière année, ça reste les US, qui est un énorme marché de conseil, parce que très éduqué au conseil, c'est un geste, la consommation de conseil, on va dire, par les grandes entreprises, est quelque chose qui est complètement intégré dans les mœurs, beaucoup plus qu'en France, par exemple. Donc ça reste un très gros marché, et c'est aussi eux qui tirent la croissance parce que les entreprises américaines ont des moyens, elles investissent énormément, elles font beaucoup de choses, etc. Donc ça reste un très gros vecteur de croissance. Et l'autre vecteur de croissance dans les 5-10 dernières années pour beaucoup de cabinets, c'est quand même le Middle East. Donc avec plusieurs pays qui font beaucoup de choses pour leur pays et pour leur économie locale. Et donc, ça reste quand même un vecteur de croissance assez notoire pour Kearney, je pense pour le conseil en général. Oui, j'avais un certain nombre de cabinets effectivement qui disaient notamment qu'en Arabie Saoudite, il y avait c'était très émergent, enfin, il y avait de plus en plus de business, notamment pour le conseil. Moment-là, ouais. Ça fait au moins 8-10 ans. Oui. Ouais. Ok. Donc maintenant, on va dire que c'est un marché qui est mature. Après, il y a beaucoup à faire encore en Arabie Saoudite, mais même aux Émirats Arabes Unis, c'est la même chose. Il y a encore énormément à faire, mais ça fait déjà, on va dire, 8-10 ans que c'est le cas. Après, je pense la vague suivante, ça va être des pays qui sont aujourd'hui assez peu consommateurs de conseils, comme Afrique du Nord, certains pays de l'Est, voilà, on va dire ex-Russie, enfin, d'Europe centrale, Amérique latine potentiellement, qui n'est pas encore un très gros marché aujourd'hui, mais bon, forcément ça va se développer, ouais. Et en France, du coup, bon, c'est un peu mieux qu'en 2023. Pour autant, on parle des flottements allemands, mais on n'est pas... on n'est pas exempt de flottement, c'est clair. C'est ça, j'imagine que ça a un impact aussi, là, du moins à court terme. Tout simplement une petite part de budget, ce genre de choses. On a l'impression que ça a vraiment de l'impact sur les dirigeants des clients que vous accompagnez. Oui. Ça a un impact au sens où, alors bizarrement, d'un point de vue économique, la plupart des clients qu'on accompagne, en tout cas en France, c'est des entreprises mondiales. Donc la France est un pays parmi tant d'autres d'un point de vue débouché commercial pour elles. Donc, finalement, si je regarde certains groupes mondiaux, caricaturalement, il vaut mieux que les US aillent bien, que la France va bien, si la France représente 5% de leurs ventes et les US 35%. Donc, voilà, elles font quand même évidemment la part des choses sur économiquement quels sont leurs gros enjeux d'un point de vue commercial. Après, je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui de où est-ce qu'il faut investir. Parce que c'est dur d'être patriote aujourd'hui en France, on va dire. Voilà. Et puis, il y a encore quand même une force de... Enfin, les boîtes françaises produisent encore beaucoup en France, etc. Donc, c'est quand même une ambiance assez pesante. Et après, donc, il y a des sujets quand même d'investissement. Puis, il y a aussi des sujets de...
à quelle sauce un peu on va être mangé. Enfin, on l'a vu avec certaines déclarations de chefs d'entreprise récemment, soit lors de la publication de leurs résultats, soit dans la presse, que je commente pas, mais bon, c'est quand même symptomatique du fait que il y a une méfiance qui s'est installée vis-à-vis des institutions publiques, et il y a, enfin, nous en tant que consultants, ce qu'on ressent, enfin en tout cas moi à titre perso, c'est les entreprises étant dans un milieu incertain, ont plus de réticence à engager des dépenses. Et enfin, c'est rationnel, hein, quand on est dans un moment où on ne sait pas exactement ce qui va advenir, c'est plus difficile d'engager des coûts assez substantiels comme ceux d'une mission de conseil. Donc c'est vrai qu'on voit des clients qui prennent plus de temps pour décider, finalement prennent qu'un petit morceau de la mission, ou finalement ils font par eux-mêmes, ou voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'ambiance dans laquelle on vit depuis quelques mois. Après, du côté positif, il y a quand même un certain nombre de sujets qui émergent, comme l'IA, qui est quand même une force d'innovation et de sujets, de réflexion qui est hyper enthousiasmante. On voit quand même que le marché du private equity, du M&A, il repart. Donc ça aussi, c'est un mouvement qui est, je pense, ça donne de la dynamique au marché. Évidemment, ça a une répercussion sur les services professionnels comme le nôtre. Voilà, il y a quand même des endroits où ça bouge. Et puis après, aussi de fond, toutes les entreprises suivent leur agenda propre de transformation. Donc, il y a cette espèce d'incertitude planante. Après, ça les arrête pas non plus dans leur chemin de transformation, quel que soit le secteur. Chacun a ses enjeux. Et toutes les entreprises qu'on voit, elles sont quand même en train de poursuivre leur chemin. Alors, peut-être un peu plus lentement, etc. Mais elles ont toutes leur agenda stratégique et opérationnel qu'elles continuent évidemment à opérer. Et justement, je voulais rebondir sur l'IA. Est-ce que vous avez fait des choses, donc ne serait-ce qu'avec l'acquisition de Cervélo, oui. Du coup vous avez fait des choses pour vous expertiser là-dessus et essayer de vendre plus de missions sur cette thématique-là? Alors, on a une task force en interne qui s'occupe beaucoup de ça, avec pour but de plusieurs choses. Un, c'est quand même la formation des seniors en priorité, puis des équipes. Donc, on a fait un partenariat avec l'université Carnegie Mellon, qui est une très grosse université américaine, qui est dans les meilleures sur ce sujet d'IA, pour former nos équipes, puis d'ailleurs c'est une formation qu'on propose à nos clients, donc voilà, donc ça c'est surtout la partie, on va dire, training, upskilling. Ensuite on développe un certain nombre d'offres et de use cases, comme on dit, qu'on voit émerger. Alors nous on a pas mal exploré les use cases dans le marketing d'une part, parce que Kearney au niveau mondial est très bon sur tous les biens de consommation, consumer goods, donc bon, c'est généralement des gros consommateurs de marketing. Donc voilà, ça colle en fait avec notre expertise. Et puis sur toute la partie achat, qui est aussi une grosse expertise de Kearney au niveau mondial. Donc là, on sait qu'on a vraiment un right to win à proposer des use cases IA. Et puis le troisième, donc c'est use case pour nos clients. Et puis le troisième volet, c'est plus sur l'investissement interne. Quels sont les outils? Donc il y a Copilot qui a été lancé sur un petit contingent de gens pour voir ce que ça donnait. Là, moi, je me suis inscrite sur une initiative qui s'appelle Proposal AI, qui permet de faire ses propositions d'assistante plus vite. Enfin voilà, donc on teste aussi un certain nombre de use cases en interne pour améliorer la vie de nos consultants et d'ailleurs de nos non-consultants, parce que ça va aussi concerner toutes les fonctions support de l'entreprise, RH, finance, assistance, recherche, etc. Donc voilà, donc il y a pas mal de chantiers en cours, internes, externes. Après, ce qu'on voit chez les clients sur la partie du milieu, sur les use cases, c'est que nos clients, ils sont tous en train de tester plein de choses. Ce qui est bien, parce que il y a un côté apprentissage qui est absolument nécessaire. Je pense que j'en vois aucun qui a réussi à passer plusieurs use cases ou au moins un gros use case à l'échelle mondialement, parce que ça demande pas mal de capex, ça demande de l'upskilling, l'implémentation est pas si simple. Et puis je pense on va se heurter à des sujets RH quand même qui sont assez importants, et j'ai pas encore vu chez aucun de nos clients, y compris quand on les accompagne, parce qu'on fait plutôt des choses, des pilotes ou des pilotes plus, de vraiment plan d'implémentation avec la partie RH qui va derrière, et le capex qui est quand même aussi parfois un frein à l'implémentation, ou on va dire le passage à l'échelle de certains de ces use cases. Même s'il y a énormément d'exploration, il y a des secteurs plus avancés que d'autres évidemment sur le marché, voilà. Et sur les enjeux RH, c'est plus des enjeux de change, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes adoptent la technologie, ou c'est potentiellement que la technologie va remplacer un certain nombre
En fait, il y a à la fois des sujets de change, d'adoption, il y a des sujets d'upskilling, puisque si on veut que les gens utilisent, il faut qu'ils soient entraînés qu'on leur explique comment utiliser, ça va pas leur venir de même. Ou il faut recruter des nouvelles compétences, comme des gens qui entraînent les companions, par exemple, parce qu'il faut l'entraîner l'IA pour qu'elle devienne plus intelligente. Donc, il faut des gens qui fassent ça. Donc, il y a tout un sujet compétences, formation. Et ensuite, il y a effectivement un sujet plus quantitatif. Alors, ça va pas, je pense, remplacer les personnes, mais ça doit générer de la productivité. Comment on mesure cette productivité et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ces gens qui vont avoir, je sais pas, 25% de productivité sur leur poste, ils vont faire d'autres tâches? Si oui, lesquelles? Ou est-ce que 25% de productivité, ça veut dire que toutes les 4 personnes en sauvent une? Enfin bref, 5 personnes en sauvent une. Donc, est-ce que c'est ça? Et si oui, qu'est-ce qu'on fait de cette personne-là? Est-ce que ça colle à la trajectoire retraite? Enfin, en fait, il y a une sorte de calcul aussi quantitatif qui est aujourd'hui pas du tout mûr, et c'est normal parce que tous les use cases sont plutôt à l'état de test. Oui, d'accord. Ou est-ce que le temps qu'on gagne à plus faire certaines tâches, ou l'investissement ou le coût qu'on gagne à ce que nos prestataires ne fassent plus certaines tâches, est-ce qu'on renégocie avec le prestataire, ou est-ce que on va dire au prestataire que pour le même prix, il faut qu'il fasse plus de volume? Donc voilà, ce type de question, en fait, aujourd'hui, elle n'est pas complètement encore mûre ou pas complètement documentée sur pas mal de use cases. Après, encore une fois, selon les secteurs, ça peut varier. Il y a des secteurs plus avancés que d'autres sur le sujet. Ouais. Et d'ailleurs, là-dessus, justement, le fait de se dire à un prestataire, j'exige qu'il fasse plus avec les mêmes ressources, est-ce que c'est pas quelque chose que pourrait exiger des clients, des cabinets de conseil, en disant peut-être un jour, oui. Le consultant boosté par l'IA peut faire plus en moins de jours hommes? Il n'y a pas encore possible, ce type ça va potentiellement arriver. Après, je pense que le fait c'est que les cabinets de conseil en stratégie, on travaille, comme tu l'as dit tout à l'heure, au forfait ou au variable, mais en tout cas, il y a quand même toujours une sorte de prix de la prestation qui est dans la tête du client. Je pense après la manière dont est dans une relation de confiance, donc je reviens sur ce sujet, parce que je pense qu'il est hyper important, et donc je dirais la manière dont on le produit. Enfin, tu vois, déjà même aujourd'hui, nos clients, ils savent pas qu'on a par exemple des équipes qui nous aident en Inde à faire certaines choses et tout. Enfin, limite, ils s'en foutent. Enfin, je le dis un peu de manière brutale, mais ils achètent un livrable. Et en fait, ce que le client vient chercher chez un consultant dans une relation de confiance, c'est quand même une réflexion étayée qui les aide sur un sujet hyper compliqué qu'ils n'ont pas réussi à résoudre en interne. Et ça a une valeur. Et donc, la valeur de ça, elle dépend que partiellement de la manière dont on produit le livrable. Est-ce qu'ils vont attendre plus d'analyses plus vite, etc. Oui, sûrement, mais c'est ce qui est arrivé quand on a eu accès à Internet et de la data illimitée. Parce qu'il y a, dans les années 80, les recommandations stratégiques des cabinets de conseil, elles étaient géniales, mais c'était une note Word tapée à la machine, quoi. Maintenant, il y a 500 slides dans un temps 2 fois plus court. Est-ce qu'on a gagné en qualité? Je ne sais pas, mais ça, c'est un autre débat. Mais je pense, on va sans doute produire plus en moins de temps. Donc, c'est sûr que notre modèle économique, il va évoluer au fur et à mesure. Après, je pense que le besoin quasi philosophique, en fait, de faire appel à un cabinet de conseil, il va rester, et la valeur qu'on va accorder à un conseil, elle va peut-être évoluer, mais il y aura toujours une sorte de prix de marché. Ok. Et bon, je change de sujet, je voulais aller sur aussi le taux de féminisation des partenaires. Alors au global, c'est un sujet, mais aussi dans les cabinets de conseil, et surtout à ce niveau-là, quand on monte en grade. Comment est-ce que vous gérez ça et puis c'est toujours aussi bien de poser la question à une femme qui est arrivée en poste de direction dans un grand cabinet de conseil en stratégie. C'est intéressant d'avoir ton avis aussi sur le sujet. Alors en France, on est plusieurs à diriger le cabinet de conseil en strat, donc je pense qu'on peut se réjouir de ça. Donc la France est plutôt avant-gardiste sur le sujet. C'est un sujet assez compliqué en fait. Je pense il y a un aspect quanti, puis il y a un aspect quali, je dirais. L'aspect quantitatif, c'est que déjà faut recruter des femmes. Donc ça, c'est le truc mathématique. Je pense que alors maintenant c'est totalement acquis, mais
c'est impossible d'avoir 50% de femmes associées, ou on va dire non, associées ou principal, qui est le grade juste en dessous, si on n'a déjà pas recruté 50% de femmes à l'entrée. Donc déjà, ça, c'est un. Et recruter 50% de femmes à l'entrée, c'est un défi parce que sur les 3000 et quelques CV qu'on reçoit chaque année, il y a un peu moins de 30% de femmes. En tout cas en France. Il y a des pays, c'est encore pire, c'est plutôt 18-19% de femmes. Donc recruter 50% de femmes à l'entrée, c'est déjà un challenge. Enfin, on va dire que c'est une politique volontariste de diversité. Donc ça, c'est le premier truc. Après, on s'assure aussi que quantitativement, on n'a pas de biais à tous les moments de promotion de promouvoir plus d'hommes que de femmes, ce qui voudrait dire qu'il y aurait sans doute un biais cognitif ou comportemental de se dire ah oui, mais elle est pas prête, ou des trucs comme ça, bon, qui sont pas étayés par des faits. Je pense que ça, en tout cas en Kearney France, c'est des phénomènes qui existent plus. Honnêtement, ça a été complètement gommé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, comme on a cette politique volontariste depuis un moment, on a une moitié de 50% de femmes au niveau principal, et on a 30% de femmes à peu près au niveau manager, et ensuite en dessous, donc senior consultant, analyste, on est à 50-50. Donc je pense qu'on a énormément progressé. Après, il y a quand même un laps de temps, parce que les gens qu'on recrute analyste, il faut à peu près 10 ans pour passer partenaire. Donc il y a un laps de temps de 10 ans avant de voir ces personnes devenir associées. Donc ça, c'est tout l'aspect pilotage quanti. Et puis après, il y a tout le quali qui est à la fois qui est collectif et individuel. Donc il y a des politiques collectives de réseau de femmes, de événements dédiés aux femmes pour recruter, pour promouvoir, etc. Il y a on a une politique familiale qui s'appelle Family Flex qui est très très avantageuse. Alors elle est pour tous les parents, hommes comme femmes, et quelle que soit leur situation familiale, qui donne 6 mois de congé parental payé à 100% par Kearney, puis 6 mois à 80% payé 100% pour tout papa ou maman dans le cabinet. Donc c'est un truc très avantageux, énorme, vraiment une politique quasi nataliste de Kearney, donc on en est très fiers. Et ça, je pense que ça a pas mal aidé aussi cette politique familiale pour les femmes et pour les hommes en réalité, parce qu'en vrai, tous les gens, quand les trentenaires, 35, se posent beaucoup de questions sur leur vie, leur carrière, etc. Donc il y a ça. Donc ça, c'est des mesures collectives, on va dire. Il y en a plein d'autres. Et après, il y a des mesures individuelles. C'est comment est-ce qu'on arrive à accompagner chaque femme à partir d'un certain niveau sur son parcours de carrière pour qu'elle continue à se projeter chez Kearney. Donc on met en place du coaching quand on voit que c'est nécessaire avec des coachs externes. Et puis on a ce qu'on appelle un sponsorship board. Donc c'est comme admettons une femme.sa, donc la compagnie tacarrière.sa ou SAS ou Inc. si on est aux US. Et cette carrière Inc., elle a un board, comme un board d'actionnaires qui est là pour te conseiller, t'accompagner, te challenger, t'ouvrir des portes. Donc ça, c'est un mécanisme qu'on met en place à partir du grade de principal. On appelle le programme RISE. Donc, mais chacune a ce sponsorship board 4 fois par an à peu près qui la pousse à réfléchir à sa carrière comme à son entreprise au final. Et ces personnes qui sont au board, c'est des personnes internes à Kearney ou... Ouais. C'est des personnes internes à Kearney. C'est des personnes internes à Kearney. Après, en France, ça va faire la 3e année qu'on est aussi dans un programme externe, là pour le coup, qui s'appelle Equaleaders, qui est un programme de mentoring croisé où des chefs d'entreprise amènent des femmes à fort potentiel et ils mentorent des femmes d'autres entreprises. Donc moi, j'amène quelqu'un de Kearney ça va faire la 3e année, et je mentore quelqu'un d'une industrie qui n'a rien à voir avec le conseil. Donc j'ai fait ça déjà les 2 dernières années. C'était assez génial, et donc on le refait cette année. Donc ça, c'est une initiative complémentaire externe. Voilà, après il y a plein d'autres choses, mais celle-ci me paraît assez marquante pour les femmes. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que ne serait-ce qu'avoir 50% de principal femmes, c'est quand même énorme par rapport à ce qu'on voit sur la moyenne du marché. C'était un très beau progrès, tout à fait. Donc on est très content de ça. Et d'ailleurs, ça prend un peu de temps parce que c'est aussi plus dur, a priori, de recruter des gens qui n'ont pas vécu dans le conseil, qui viennent pas du sérail, on va dire. C'est très compliqué de recruter au grade senior des femmes associées ou principal qui n'ont jamais fait de conseil. C'est quasiment... c'est un move qui est très dur, surtout pour Kearney France, qui reste une boîte de taille moyenne. Donc on a vraiment du mal à intégrer des profils qui n'ont jamais fait de conseil. On va dire que le biais de féminisation
interne et beaucoup plus puissant, ou des gens qui font des allers-retours. Et chez Kearney, on a pas mal, femmes comme hommes, qui ont fait un morceau chez Kearney, qui sont partis dans l'industrie pour faire plein d'autres trucs, découvrir le monde et tout ça, et qui reviennent chez Kearney. Ça, généralement, c'est des profils qui sont d'une richesse extrême, de parcours de carrière hyper intéressant, et ça nous permet aussi de rattraper des hommes, mais aussi des femmes dans la carrière de conseil au bout d'un moment. Très bien. Et j'avais une dernière question. Ouais, après, il va falloir que tu files. Oui. Plutôt sur l'attractivité des talents, alors pas uniquement des femmes, mais des talents en général. Maintenant, comment est-ce que, en tant qu'ami de conseil, vous arrivez à vous différencier déjà de la concurrence, évidemment, mais de la concurrence dans le conseil en strat, mais aussi la concurrence qu'il peut y avoir aussi sur des grandes entreprises de la tech ou les startups dans la tech qui attirent aussi beaucoup de jeunes diplômés de grandes écoles. Ouais. Voilà, Qu'est-ce que vous faites justement pour faire venir les gens chez Kearney Par rapport aux autres industries, je dirais que le conseil reste ultra attractif. Parce que grande variété des sujets, donc ça permet de ne pas se spécialiser tout de suite. Donc ça reste un des gros vecteurs d'attractivité du secteur. C'est vu comme une très bonne école de formation complémentaire à ce qu'on peut faire pendant ses études au final. Et je pense que ça reste, quel que soit le cabinet, une marque de fabrique vraiment reconnue, même si on veut faire autre chose après. Quelqu'un qui est passé 3 ans, 4 ans, 5 ans par Kearney, on voit, je pense, les entreprises qui recrutent après, ils se disent ok, bon, on voit très bien l'école de formation, c'est top, tête bien faite, ça va dérouler. Donc ça reste une très bonne école de formation, qui est vraiment reconnue sur le marché vraiment internationalement, parce que tout le monde connaît le conseil en stratégie dans le monde entier. Et Kearney reste une très très bonne marque, donc c'est vraiment un plus sur le CV, même si on se projette pas dans le conseil ad vitam. La variété des projets par rapport à rentrer directement dans une boîte où on sait qu'on va être quand même cantonné à un secteur ou à une problématique. Et puis financièrement, ça reste un métier plutôt attractif par rapport à tout un tas d'autres fonctions. Et après, entre cabinets, je pense que ce qui joue, c'est les spécialisations sectorielles et fonctionnelles et la culture de la boîte. Donc Kearney, je pense qu'on est une entreprise en cabinet qui est reconnue à Paris pour être hyper conviviale, assez bienveillant, très quasi familial, parce qu'on reste une PME finalement en taille. On a à peu près 150 en France, donc tout le monde se connaît, tout en étant un cabinet quand même dans la recherche d'excellence. On a des clients CAC 40, on a un niveau de pricing qui équivaut au plus grand nom du secteur. C'est un bon équilibre, je pense, Kearney, entre une entreprise alors, taille humaine, c'est un peu un mot fourre-tout, mais une entreprise qui a une culture assez particulière et dans laquelle les gens se sentent très bien, et quand même une marque excellente au niveau mondial, un cabinet de taille mondiale, ce qui n'est pas le cas de tous les cabinets de niche, certains sont locaux ou régionaux, donc un cabinet qui reste mondial, avec beaucoup de variétés, des possibilités d'aller à l'étranger, vraiment une marque reconnue, un positionnement d'excellence dans le marché, mais une ambiance assez spéciale qu'on nous reconnaît, je crois, partout. D'accord. Bon, écoute, merci beaucoup pour cette merci discussion. Merci à toi de m'avoir reçu. C'est mon premier podcast. Ah très bien. Content, j'espère que ce sera le premier d'une longue série avec d'autres collègues. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt.